Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui en audience l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Igor Bilaev, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission diplomatique en Algérie. Cap sur le Maroc. Dans ce journal, le pays traverse la pire crise de son histoire. Pour de nombreux observateurs, le régime du Merzen est menacé et même un miracle ne saurait le sauver. On écoutera l'appel de certains opposants marocains aux manifestations de 17 juillet prochain. Assassinat des migrants africains par la police marocaine, le régime de Rabat épinglé par le média sud-africain, le panafricaniste, qui le traite de régime des plus violents que l'humanité ait connu. Les gros plans dans cette édition sur nos exportations GNL appelées à augmenter à la faveur de la nouvelle jetée maritime réalisée par le groupe Sonatrach au niveau du port des hydrocarbures de Skikda. Sonatrach qui vise à conquérir de nouveaux marchés à l'international. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger, Igor Bilaev, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. On écoute. J'ai été très honoré d'être reçu aujourd'hui par le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, au terme de ma mission en tant qu'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie. Lors de cette audience, j'ai présenté mes remerciements au chef de l'État et au peuple algérien pour les facilitations et le soutien dont j'ai bénéficié durant ma mission. J'ai transmis au président Abdelmadjid Tebboune les salutations et les félicitations de son homologue russe, Vladimir Poutine, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. C'était également une occasion pour passer en revue les relations bilatérales qui ont connu un développement considérable lors des 5 dernières années et ont atteint le niveau d'un partenariat stratégique. En témoigne le travail qui est en cours pour l'élaboration du document d'une nouvelle stratégie qui reflète la qualité des relations entre l'Algérie et la Russie. Ce document sera la base et la référence pour le renforcement et l'intensification de la coopération entre nos deux pays. Nous avons enregistré avec satisfaction le haut niveau de la coopération et la coordination à l'échelle internationale entre l'Algérie et la Russie. Nous avons noté également la convergence des points de vue sur plusieurs questions internationales et régionales. Nous aspirons à augmenter le volume des échanges commerciaux. Dans ce contexte, nos deux pays accordent un intérêt particulier à la tenue à Alger de la 10e session de la commission gouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Cette réunion consolidera la coopération bilatérale dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Enfin, je tiens à remercier une nouvelle fois les citoyens algériens pour leur compassion et leur noble sentiment envers la Russie et le peuple russe. Ces sentiments, je les ai ressentis moi et tous les membres de ma famille chaque jour lors de notre séjour en Algérie. Je vous assure que ces sentiments sont réciproques. Il y a eu séance plénière ce matin au Conseil de la Nation consacrée au vote avec débat restreint de 2 projets de loi relatifs à l'investissement et à la réserve militaire. Lors de cette séance présidée par Salah Boudji, le président du Conseil, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, qui a présenté la loi sur l'investissement votée à la majorité absolue, a fait savoir que ce texte s'inscrivait dans le cadre de la politique de diversification de l'économie nationale et constituait l'un des éléments devant être adapté selon les exigences de la croissance économique nationale. La loi sur la réserve militaire présentée par la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, a été adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil.
Et dans l'actualité de ce mercredi, cette réunion du gouvernement sous la présidence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, à l'ordre du jour l'examen de l'avant-projet de loi portant statut de l'auto-entrepreneur présenté par le ministre délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up. Les professions libérales, les activités réglementées ainsi que les artisans sont exclus du champ d'application de cet avant-projet de loi. Ce texte prévoit des avantages liés au statut d'entrepreneur, notamment un régime fiscal préférentielle et une couverture sociale. Dans le domaine de la micro-entreprise, il a été présenté une communication sur l'organisation du Salon international de la micro-entreprise prévu en septembre prochain. Ce salon constitue une opportunité pour la présentation des expériences réussies des micro-entreprises en Algérie, mais aussi à l'échange d'expériences avec d'autres pays dans ce domaine. Et dans le domaine des start-up, une communication sur l'organisation Africa Disturb prévue à la fin 2022 a été présentée par le ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up qui ambitionne d'être le plus grand événement technologique du continent. Enfin, dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, le gouvernement a entendu un point de situation présenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural sur la campagne moisson-battage 2022, ainsi que les mesures prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Nous disions en titre, la situation économique et sociale difficile qui prévaut au Maroc est sans précédent. Tous les voyants sont au rouge. Aujourd'hui, la pauvreté touche de plus en plus de monde dans ce pays. Pour de nombreux observateurs, tous les indicateurs montrent que le régime du Merzenne est menacé dans son existence. Emina Saïdji. La situation économique et sociale difficile qui prévaut au Maroc, les restrictions des libertés individuelles, l'oppression et la détérioration des conditions de vie sont autant d'indicateurs qui montrent que le régime du Merzenne est menacé dans son existence et que même un miracle ne saurait le sauver. Après 100 jours de l'installation du gouvernement Akhnouch, le Merzenne traverse sa pire crise depuis des décennies, et ce dans tous les domaines. Avec la cherté de la vie imposée par le Merzenne, la misère touche aujourd'hui toutes les classes de la société marocaine. كله هي الزبونيه والمحسوبيه الزبونيه والمحسوبيه فوق صاحبي ما عندنا والو لا خدمه لا دراسه لا والو مشيني تيشدوك جوان جدوك لا كنموتوا عرق بعرق ده والله الا كنموتوا عرق بعرق خاصك تخدم خاصك كدا خاصك الا بغيتي تخدم كتشد الباك خاصك 4 مليون الا بغيتي تخدم بركه من التمثيل وبركه من المسرح وبركه من السينما المغاربه راه 50 عام هادي ديال المسرح ولا 60 عام فهمتيني نزلوا للواقع سيروا للقرى شوفوا الدراري الصغار غاديين المدارس في الغيس وفي البرد بلا سراول بلا صباطه لا ما واخدين لا حق لا والو اختي نكذب عليك دابا اختي هاد البلاد هادي شفاره هاد البلاد لا صنعه لا فلوس لا والو بنادم كيمشي يكريسي يمشي ياكل خبزه ما كيلقاش بنادم كينعس على الكرطون حشومه والله. Selon les résultats de l'enquête permanente dirigée par le Haut Commissariat au Plan, 51,8% des familles marocaines ont épuisé leur épargne. Toutes les classes de la société sont dans le même calvaire. La plupart des familles marocaines se retrouvent endettées. Cette année, 44,3% des ménages marocains ont eu recours à un emprunt. La dégradation de la situation financière des ménages est à hauteur de 54,4%, alors que près de 85% des ménages ne peuvent plus épargner. Le gouvernement marocain justifie cette inflation scandaleuse par la perturbation de la chaîne d'importation et l'augmentation des coûts des matières premières sur le marché international. Les mêmes prétextes insignifiants avancés par le Merzenne. De son côté, la ministre de l'économie et des finances a affirmé que son comité ministériel faisait preuve d'une grande vigilance pour le contrôle des prix. Une affirmation fallacieuse puisque son département est responsable de cette situation désastreuse qui a fait basculer les Marocains dans une misère insoutenable. Et les appels à la grande manifestation du 17 juillet au Maroc et dans plusieurs capitales du monde se multiplient. Les organisateurs de cet événement comptent déchoir la monarchie et instaurer une république. Écoutons Nour Salih, un opposant marocain, il est contacté par Ali Sadoun. بالنسبة ل 17/7 فهي من الشعب وإلى الشعب. 17/7 اللي
تلقينا على إثرها تهديدات من النظام المخزني الصهيوني، وحتى لم نتلقى دعم من طرف بعض المندسين بين قوسين الذين يعتبرون من المعارضة للأسف الشديد، وهم مجرد مندسين يقومون بعمل المخزن. أما هدفنا واضح ومعلن، وهو إسقاط النظام الديكتاتوري الصهيوني وإقامة جمهورية مغربية ديمقراطية. وهذه الوقفة ليست إلا البداية فقط لتحركات أخرى سنقوم بها بعد 17/7 بإذن الله. أما الإعلان على المواقع التي سوف يقوم بها الجمهوريين المغاربة في قنوات لجنة دعم تحرر الشعب المغربي بإذن الله. Assassinat des migrants africains par la police marocaine, le régime de Rabat épinglé par le média sud-africain, le panafricaniste qui le traite de régime des plus violents que l'humanité ait connu. Le média sud-africain revenait sur la politique migratoire du Maroc et la violence avec laquelle il traite les citoyens africains sur son sol. Compte rendu, Nikhlalapi. Le carnage commis par les forces du Makhzen et qui a été à l'origine de la mort dans des conditions atroces de pas moins de 23 migrants subsahariens, un bilan fourni par les autorités marocaines largement en deçà de la réalité. Un carnage qui avait laissé le monde en émoi. Cette fois, c'est le média sud-africain, le panafricaniste, qui en a fait sa une et appelle l'Union africaine à assumer ses responsabilités et en exclure le Maroc accusé de mener une politique délibérée de crimes contre l'humanité. Le panafricaniste s'appuie sur les vidéos qualifiées d'atroces et mises en ligne au lendemain du drame pour dire que les images d'une extrême violence renseignent sur les traitements inhumains infligés par le Makhzen aux citoyens africains sur son sol. Le journal fustige au passage l'Espagne, partenaire stratégique du Maroc dans sa politique migratoire. L'Espagne qui pousse d'autre part l'Union européenne à soutenir le Maroc dans le renforcement et l'équipement de ses forces de police pour contrôler et arrêter la migration africaine vers l'Europe. Le média en ligne a par ailleurs rappelé que le Maroc a reçu quelques 343 millions d'euros depuis 2014, non sans souligner que ce chiffre pourrait atteindre 3,5 milliards d'euros pour la période entre 2020 et 2027. Le Maroc souffle donc le chaud et le froid avec ses voisins du Nord en jouant sur la carte migratoire et n'hésite pas à user de toutes les formes de violence contre les migrants subsahariens pour contrer les tentatives de migration quand cela est nécessaire. Le panafricaniste est également revenu sur l'occupation illégale par le Maroc des territoires de la République sahraoui et sur ses tentatives honteuses de forcer l'admission de l'entité sioniste en tant que membre observateur de l'UA et pour toutes ces politiques antérieures qui visent à détruire l'Union africaine de l'intérieur. Pour rappel, l'Algérie avait été parmi les premiers pays à dénoncer ce carnage et directement accusé le Maroc d'être à l'origine de la mort des 23 migrants subsahariens qui tentaient de rallier l'enclave de Melilla. Les vidéos mises en ligne, lesquelles ont révélé l'atrocité du traitement infligé aux migrants clandestins, ont mis à nu les violations systématiques des droits humains par le voisin de l'Ouest. Et au sujet du Sahara occidental à Florence, en Italie, les élus de municipalités européennes jumelées avec les cités sahraouis des camps de réfugiés ont souligné la nécessité d'unir leurs efforts pour permettre au peuple sahraoui d'accéder à l'indépendance et de profiter pleinement de ses droits. À cette occasion, le membre du secrétariat national du Front Polisario en charge de l'Europe et de l'Union européenne, Oubi Bouchraya El-Bachir, a mis l'accent dans son intervention sur le fait que le processus de paix onusien est gelé, ce qui a provoqué, selon l'intervenant, le retour de la lutte armée dans la région, affirmant que le Front Polisario reste toujours attaché à une solution juste et durable afin de parvenir à un règlement définitif au conflit du Sahara occidental. Et retour chez nous avec la transformation de l'ANSEJ en Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat ANAD, qui lui a permis de connaître un second souffle. Une batterie de mesures a déjà révolutionné ce dispositif d'aide à la création d'emplois. Aujourd'hui, l'ANAD s'est lancée dans le remboursement des dettes cumulées par les petites entreprises en difficulté par le biais du fonds de caution mutuelle des garanties risque-crédit jeunes entrepreneurs. C'est un reportage signé aussi la Boucherb Malika Bler. Regardez. Ayman Zaidan, propriétaire d'une micro-entreprise à Bouira, fait partie de ceux qui n'ont pas pu aller au bout de leur projet. Après avoir bénéficié d'un crédit ANAD, Ayman s'est confronté à plusieurs obstacles. Aujourd'hui, il n'a pas d'autres alternatives que de se diriger vers l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat aux Anasser à Alger.
J'ai travaillé pendant une année. Après cela, tout a changé. Et c'est comme ça que j'ai fait faillite. En application du programme du président Abdelmajid Tebboune, l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat s'est lancée dans le remboursement des dettes cumulées par les petites entreprises en difficulté par le biais du fonds de caution mutuelle des garanties risques crédit jeunes entrepreneurs. Cette opération, c'est une première où on va continuer sur cette lancée et pour atteindre l'objectif arrêté sur notre plan d'action validé par le gouvernement dans sa réunion du 23 août 2020 qui est de 38 000, l'indemnisation de 38 000 micro-entreprises en difficulté. Plus de 50 milliards de dinars, tel est le capital du fonds de garantie risque crédit jeunes entrepreneurs qui a pris en charge dans une première phase plus de 10 000 projets défaillants en attendant la prochaine opération. Linda fait partie des personnes qui ont bénéficié d'une deuxième chance. Je salue cette initiative qui est un second souffle pour nous. Ces projets étaient toute notre vie. Nous voulions vraiment réussir. Depuis fin 2020, toutes les poursuites judiciaires ont été gelées pour les entreprises en difficulté qui n'ont pas payé leurs dettes à travers l'ensemble du territoire national. Pétrole, les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de 13,03 $ en juin dernier par rapport à mai, soutenu notamment par la hausse de la demande, a indiqué l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP. A noté également que les prix du pétrole repartaient à la hausse ce mercredi. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre prenait 1,12% à $100,65. Et augmenter nos exportations au GNL, le gaz naturel liquéfié, est un des objectifs tracés par le groupe Sonatrach. L'entreprise nationale avait d'ailleurs entrepris en 2019 la réalisation d'une nouvelle jetée maritime au niveau du port d'hydrocarbures de Skikda avec un poste de chargement GNL. Aujourd'hui, les travaux sont avancés à 75%. Le projet dont la réception est prévue fin 2022 permettra à Sonatrach de conquérir d'autres marchés à l'international. C'est un reportage signé Saïd Amalouf. Regardez. Un projet d'envergure entrepris par le groupe Sonatrach au port pétrolier de Skikda. Il s'agit de la réalisation d'une nouvelle jetée GNL dédiée à l'extension du port, à même d'augmenter les capacités de chargement des méthaniers, ces géants des mers, permettant ainsi de desservir des marchés lointains, une véritable forte valeur ajoutée. Le projet de l'extension du port d'hydrocarbures de Skikda consiste essentiellement en la réalisation d'une jetée secondaire avec un poste de chargement GNL. Cela va permettre donc au complexe GNL de Skikda l'optimisation de sa production d'une part. D'autre part, il va permettre l'accostage de grands navires méthaniers dont la capacité peut aller jusqu'à 120 000 mètres cubes. Le nouveau poste de chargement du GNL est dimensionné de telle sorte à nous permettre de charger les plus grands méthaniers au monde en une durée de 16 heures seulement. Donc il est dimensionné de telle sorte de charger plus vite les méthaniers, ce qui permet de recevoir plusieurs méthaniers en une courte durée. Ce poste il est dimensionné pour recevoir des méthaniers allant de 10 000 mètres cubes jusqu'à 220 000 mètres cubes. 220 000, ce sont les plus grands méthaniers au monde. 80% des travaux de ce projet gigantesque s'effectuent en mer, dans le golfe de Skikda, connu pour ses puissants courants marins, d'où le retard affiché dans la réception du projet, qui est finalement prévu pour la fin de l'année en cours. Oui, c'est un projet d'envergure, effectivement, qui avait une durée de réalisation prévue de 28 mois. Et malheureusement, vu les conditions climatiques assez spécifiques à la région de Skikda, et également, malheureusement, la pandémie du Covid-19 qui a beaucoup impacté l'avancement du projet, nous avons subi quelques retards. En fait, la région de Skikda est connue pour connaître les plus grandes amplitudes de houle de toute la Méditerranée. Donc le port de Skikda subit vraiment des tempêtes très très importantes, ce qui
Conduit à la fermeture du port en général plusieurs mois dans l'année, dans la période hivernale. Ce qui fait que la fenêtre météo pour pouvoir travailler dans les travaux maritimes est très réduite. On doit tout réaliser, tous les travaux maritimes doivent être réalisés durant la saison calme, on va dire. Un véritable défi visant la rénovation du port d'hydrocarbures de Skikda avec de nouvelles infrastructures portuaires et maritimes. Le projet d'envergure de réalisation d'une jetée GNL au port d'hydrocarbures de Skikda est sans nul doute un véritable challenge pour la Sonatrach qui entend par là augmenter la production de GNL mais également permettre l'accostage de navires de plus grande capacité, ce qui ouvrira de nouvelles perspectives de marchés internationaux au GNL algérien. Un véritable défi et un très beau reportage signé Saïd Amayouf. Le premier vol de retour des pèlerins algériens est prévu le 15 juillet en provenance de l'aéroport de Jeddah vers l'aéroport international d'Alger ou Ouari Boumedienne. La saison du Hajj est un succès. Elle s'est déroulée cette année dans de bonnes conditions et aucun cas de décès, de disparition ou de maladie n'a été enregistré parmi nos pèlerins. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi. Bien qu'elle soit exceptionnelle cette année, la saison du Hajj est réussie. Nous n'avons pas enregistré de décès ni de malades. Alhamdoulilah, les pèlerins algériens vont rentrer au pays dans un état d'esprit hautement positif. Nous félicitons le peuple algérien, nos pèlerins et tous ceux qui ont contribué à la réussite de la saison du Hajj, notamment les autorités saoudiennes. Dans l'actualité également, ce bilan du MDN avec 21 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés dans des opérations menées par des détachements de l'armée nationale populaire à travers le territoire national. Le bilan fait état également de tentatives d'introduction de plus de 5 quintaux de drogue déjoués entre le 29 juin et le 12 juillet 2022. Compte rendu, Yamina Saïdji. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 21 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Alors que d'autres détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit une casemate pour terroristes et 6 bombes de confection artisanale à Tébessa et Ain Defla. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 6 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc s'élevant à 2 quintaux et 41 kg de kiff traité, alors que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 2 quintaux et 71 kg de la même substance et 172 601 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamenrasset, Porjbeji Mokhtar, Ingezem, Janet et Tindouf 96 individus et saisi 26 véhicules, 248 groupes électrogènes, 150 marteaux-piqueurs, 7 détecteurs de métaux, 8 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. Tandis que 4 autres individus ont été appréhendés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur de munitions, 12 fusils de chasse, 6,9 tonnes de tabac et 25,3 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisies à Ain Amenas, Tébessa, Khenchla, El Oued, Biskra, Djelfa, Betna et Gherdeya. Dans le même contexte, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 54 358 litres à Porjbeji Mokhtar, Tébessa, Taref et Sougharas. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 123 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 437 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. L'été est la saison des fruits par excellence. Nous allons vous parler de l'arbousier, si vous ne connaissez pas. Il s'agit d'un arbre qui pousse sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. Siam Knouch est allé à la cueillette de son fruit sur les hauteurs de Tipaza. L'arbouse, qui peut être consommée de différentes manières, nous dit-elle dans ce reportage. Regardez. Une nature luxuriante, calme et paisible. Des pins, des platanes, beaucoup de plantes aromatiques, mais aussi des fruits de bois, comme ce bel arbre, l'arbousier,
avec ses fruits rouges et puis ses clochettes blanches qui, un jour, se transformeront en fruits bien mûrs. ساسنو سيسنو قطلب عنده بزاف اسماوات حسب لي ريجيون مي اللي معروف بزاف هو سي لاربوزي هذا لاربر وهذا الفروي سي لاربوز اللي تري سيكولون حلو اون فابريك دي جيلي دي كونفيتور même comme un fruit. Bien qu'il soit originaire de Méditerranée orientale, l'arbousier pousse bien chez nous. Discret, les hauteurs lui conviennent. Il peut atteindre jusqu'à 12 mètres de haut. C'est un fruit astringent. Aussi, il est émollient. Cet arbre, نلقاو فيه la feuille, نلقاو le fruit ونلقاو en même temps هذه les clochettes صغار les petites clochettes هذو c'est la fleur qui nous donne un fruit l'année prochaine Inch'Allah. Donc c'est un fruit à verdure annuelle. On utilise le fruit, la feuille, la fleur, les écorces et aussi on utilise le bois dont on fabrique des petites cuillères en bois, etc. C'est de l'art. C'est un fruit, c'est un arbre où il est très joli en plus. À Tipaza, le mont Chenois vaut le détour. Et avec ces belles images de la très belle Tipaza, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous prêter attention. Tout de suite, la météo d'Amel Laribi. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.